de la Donc là, politique, il j'avais est envie 21h54. de me lancer dans l'arène. Je suis en train Et de puis regarder après, l'occasion une interview m'a de été Marine Le donnée Pen d'être sur BFM jetée sur un TV. plateau de télévision au second tour de l'élection de 2002. Ça, pour le coup, c'était pas prévu. Et ça a précipité mon entrée en politique. Ça fait donc maintenant déjà 20 ans que je suis devenue en quelque sorte porte-parole à l'époque du Front National, puis vice-présidente du Front National, puis présidente depuis 10 ans du Front National, devenu Rassemblement National. Vous vous souvenez du nom de l'émission en 2002? C'est le temps électoral, je crois. Ça s'appelait Vive la politique, je crois. Ah, peut-être. Le sous-titre était Vive la politique. Le temps électoral. Au second tour de 2002, personne n'avait trop envie d'aller commenter les résultats. Donc c'est pour ça que j'avais du mal à trouver quelqu'un. On va le voir, cet extrait. Effectivement, votre père vient d'être battu au second tour de la présidentielle. Et c'est votre premier coup de gueule sur un plateau télé. Regardez. Il souffre beaucoup, M. Mélenchon notamment, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez, Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques étaient malhonnêtes? C'est vous. Et c'est vous. Mais oui, bien sûr. Mais qui elle est celle-là? Qu'est-ce que Le j'ai fait? FPR, l'UDF, le PS et le PC. Vous voulez que je vous rappelle un certain nombre d'affaires? Parce que M. Alphan ne le fera plus. Il a oublié, lui, les affaires. Il a oublié la lutte contre la corruption, puisqu'il a voté pour le premier délinquant de France. Alors, la langue de bois, eh bien, cessons la langue de bois. On vous voit, on vous entend, on découvre à l'époque le style de Marine Le Pen, et j'ai une question depuis ce jour-là. Le style de Mélenchon, lui, il n'a pas changé. Oui, mais là, en l'occurrence, on est sur vous. Jean-Luc Mélenchon vous a déjà précédé sur ce plateau. Vous le disiez, on voit le style, c'était il y a quasiment 20 ans. Sur le fond, qu'avez-vous apporté à la politique française? Qu'avez-vous fait, Marine Le Pen, pour le pays? Oh, écoutez, je vais vous répondre de manière extrêmement modeste. J'ai fait, avec l'ensemble des militants, des élus du Rassemblement National, je crois, beaucoup pour populariser des idées qui aujourd'hui sont partagées quasiment par tous. Nous avons combattu, nous n'avons pas plié, nous n'avons pas reculé, nous avons souvent été intimidés. Quand on a parlé immigration, on nous accusait, on nous insultait, on a cherché à nous intimider. Nous avons continué à en parler parce que nous pensions que c'était un véritable problème. Quand nous avons parlé des zones de non-droit, quand nous avons évoqué l'islamisme, nous étions seuls, nous étions traités d'islamophobes. Lorsque nous avons combattu la mondialisation, tout le monde trouvait que c'était un dispositif heureux qui allait remplir de joie l'ensemble des travailleurs, et nous disions non, la mondialisation heureuse, vous verrez ce que ça va donner. Eh bien, en réalité, ça va entraîner des drames économiques et des drames humains, et je pense que nous avons eu raison. Sur la construction de l'Union européenne, nous avons prévenu qu'il y avait une dérive antidémocratique de la part de l'Union européenne. Donc je pense que nous avons fait notre travail de responsables politiques. Nous avons défendu des idées, nous les avons défendues avec conviction, nous les avons défendues avec courage, avec pugnacité. Accordez-nous ça. Mais même si choses, on est en désaccord avec nous, je crois qu'on ne peut pas ne pas nous accorder. Deux choses, Marine Le Pen. Vous dites, on a convaincu tout le monde, ou à peu près, vous n'êtes pas majoritaire dans le pays aujourd'hui. Eh bien, nous verrons cela l'année prochaine. Vous n'êtes pas majoritaire aujourd'hui dans le pays. Mais nous verrons cela l'année prochaine. Je précise. Nous verrons cela l'année prochaine, car je crois que beaucoup des idées que je porte sont majoritaires. Voilà. Je crois que la volonté d'effectuer un moratoire sur l'immigration est majoritaire aujourd'hui. Je crois que la volonté d'expulser les fichiers S islamistes est majoritaire aujourd'hui. Je crois que l'opposition à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron est majoritaire, que l'opposition à la réforme d'indemnisation du chômage est majoritaire, que la volonté de mettre en place la proportionnelle intégrale est majoritaire, que le souhait de présenter des référendums aux Français pour leur permettre de décider des grands sujets qui les concernent est majoritaire aujourd'hui. Donc si il y a beaucoup de domaines que nous avons portés pendant longtemps seuls et que nous ne portons plus seuls, mais tant mieux, je m'en réjouis, qui sont aujourd'hui majoritaires. Mais je vous repose ma question. Tout à l'heure, je vous demandais qu'avez-vous apporté à la politique, qu'avez-vous apporté au pays? Vous n'avez jamais été... Solutions. Attendez. Vous n'avez jamais été élu maire, vous n'avez jamais été présidente de région, vous n'avez jamais été aux manettes, Marine Le Pen. Et justement, qu'à cela ne tienne, je ne souhaite que cela. Et c'est la raison pour laquelle je me présente à la présidentielle, pour pouvoir mettre en œuvre mes idées. Je n'ai pas peur du pouvoir, je ne crains pas le pouvoir, je ne recule pas devant l'obstacle, bien au contraire. Et vous comprenez que certains puissent douter de votre habilité au pouvoir, n'ayant pas cette expérience-là.
ça. Mais enfin, avant d'être élu, on n'est pas élu, si vous voulez. Bon, je pense que les Français, ils ont quand même tout essayé dans les 30 dernières années. Ils ont essayé la droite, ils ont essayé la gauche, ils n'ont pas beaucoup vu la différence, il faut bien le dire, entre les deux. Ils ont essayé quelqu'un qui s'est présenté comme étant la droite et la gauche, que moi je considère représenter le pire de la droite et le pire de la gauche, et manifestement, ils n'en sont pas heureux. Par conséquent, moi je viens leur proposer d'être en même temps le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. Et je leur dis, regardez ce qu'ont fait nos maires lorsqu'ils sont en situation, et ne croyez pas à ces procès en sorcellerie qui ont été faits et qui commencent à dater un peu aujourd'hui, mais qui ne sont pas profondément démocratiques. Parlons des idées, et moi je suis convaincu d'être capable de les convaincre, mais en réalité de voter pour ce à quoi ils croient, parce que fondamentalement ils y croient. Et je veux leur dire que je n'envisage pas le pouvoir comme l'envisage Emmanuel Macron. Moi je pense qu'il faut savoir écouter, et je pense surtout qu'il faut donner la parole aux Français. C'est la raison pour laquelle je suis pour la proportionnelle intégrale aux élections législatives. C'est la raison pour laquelle la première chose que je souhaite faire, c'est un référendum sur l'immigration, en posant notamment la question du droit du sol et de la suppression du droit du sol. Je pense que les Français, ils souffrent de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus, et lorsqu'ils ont eu à s'exprimer par le passé, lorsqu'ils ont eu à dire non, notamment, eh bien, la classe politique dans son ensemble a violé leur volonté pour leur imposer quelque chose qu'ils ne souhaitaient pas. Une archive à vous montrer ce soir, et qui rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure quand vous étiez face à Jean-Luc Mélenchon. Ce qui frappe dans l'extrait qu'on a vu avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que vous mettiez à l'époque tous les politiques dans le même sac. Droite, gauche, c'est Magouille et compagnie. Je résume un peu votre position de l'époque. 20 ans plus tard, j'ai l'impression que vous avez changé de discours. Il y a 10 jours, par exemple, vous avez même pris la défense de Nicolas Sarkozy après sa condamnation. Vous avez expliqué que ça n'était pas aux magistrats de faire la présidentielle. J'ai le sentiment qu'en disant cela, vous reniez une bonne partie de votre discours anticorruption, main propre. Un exemple, 2014, à l'époque, François Fillon est accusé d'avoir demandé au secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, d'accélérer les procédures judiciaires contre Nicolas Sarkozy. À l'époque, on va vous entendre, vous n'y allez pas de main morte. Les 3 M, hein. Magouille, manœuvre, mensonge. Voilà, c'est ce qui est le fondement de la vie politique dans notre pays depuis de trop nombreuses années. Ce sont les mêmes méthodes à droite et à gauche. C'est la fange un petit peu qui est devenue la vie politique française. Ce sont ces hommes-là qui ont fait de la vie politique ce qu'elle est aujourd'hui. Magouille, mensonge, manipulation, c'était les 3 M. C'est fini le discours du tous pourri aujourd'hui? Regardez la création du parquet national financier. En l'occurrence, on parlait de M. Hollande. Je crois que M. Hollande a une responsabilité absolument incroyable dans la défiance que subit aujourd'hui la justice. Ce parquet national financier qui a été soi-disant créé, qui a été créé après l'affaire Cahuzac, soi-disant pour pouvoir travailler sur les grandes affaires financières complexes, avec des comptes à l'étranger, avec des commissions rogatoires internationales. En réalité, l'objectif de ce parquet national financier, c'était de s'occuper du cas de l'opposition. Voilà. Les magistrats ont été nommés par Henri Taubira, et depuis, l'opposition passe au peloton d'exécution les uns après les autres. Madame, c'est pas le parquet national financier qui condamne, vous savez très bien, que ce soit dans le cas de Nicolas Sarkozy, que ce soit dans notre cas, comme ça a été fait après le Brexit, ce sont des juges d'instruction qui sont indépendants, des juges, pardon, pas d'instruction, des juges qui sont indépendants qui condamnent. Ah, mais le parquet national financier, si vous voulez, il fait ce qu'on appelle la pêche au chalut. C'est-à-dire qu'il met sur écoute. Moi, je suis désolé, vous savez tout ce que je reproche à Nicolas Sarkozy. Hein. Moi, qu'on puisse dire, c'est que je le reproche beaucoup et qu'on partage beaucoup de différences et de divergences politiques. Bon, par exemple, il est prêt à voter Macron. On a compris que vous n'étiez pas. De vous dire que ce serait même pas possible en rêve. Bon. Mais objectivement, mettre sur écoute durant des années et des années un ancien président de la République, ce sont des méthodes qui ne sont pas admissibles. Poursuivre quelqu'un pour une conversation qu'il a eue, et encore une fois, peut-être Nicolas Sarkozy a d'autres choses à se reprocher, mais en l'occurrence, être poursuivi pour une conversation qu'on a avec son avocat, dans un état de droit, dans la grande démocratie qu'est la France, c'est pas possible. Voilà. Moi, j'ai des principes. Vous savez, j'essaie d'avoir des principes et de les appliquer à mes adversaires, même quand ça leur bénéficie. Je sais que l'inverse n'est pas toujours vrai, mais en l'occurrence, c'est ce que je souhaite faire. Maintenant qu'il y ait des prédateurs en haut, oui, bien sûr. Il y a des prédateurs en bas et des prédateurs en haut. Et d'ailleurs, c'est ce
aussi les liquidateurs, ces gens qui prennent, qui défendent leurs propres intérêts au lieu de défendre les intérêts du pays. Monsieur Marlex, notre collègue député Marlex, a fait un livre qui s'appelle Les liquidateurs, qui est assez remarquable, il faut bien le dire. Il décrit ça, et puis les prédateurs d'en bas, les délinquants, les criminels auxquels sont confrontés nos compatriotes, bon, bah, il faut s'attaquer, je crois, aux deux, pas seulement à l'un. Je reviens Marine Le Pen. Je reviens Marine Le Pen à l'extrait que l'on a vu tout à l'heure et à votre discours de l'époque anti-magouille. J'émets une hypothèse sur ce plateau. Peut-être que ce discours-là, anti-magouille, est plus compliqué à tenir pour vous aujourd'hui, depuis que vous êtes mis en examen dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif des assistants parlementaires du RN au Parlement européen. Discours plus difficile à tenir depuis que votre parti a été condamné pour recel d'abus de biens sociaux, qu'un de vos prestataires et proches a été condamné pour escroquerie. Jeanne, votre micro-parti, a été condamné également. Peut-être que cette image-là, au-dessus des partis qui auraient magouillé, elle est plus difficile à voir aujourd'hui maintenant que vous avez été condamné. Non mais absolument pas, car je continue à vous dire que nous sommes totalement innocents de ce qu'on nous reproche. Je vous rappelle qu'il y a une présomption d'innocence dans notre pays, ce serait bien que les journalistes s'en souviennent aussi. Mais vous avez été condamné en et première même instance. moi, je m'en souviens quand ce sont des adversaires. Vous reconnaissez que vous avez été condamné en première instance, Marine Le Pen. Non, mais d'abord nous avons fait appel. Si. Deuxièmement, moi je n'ai pas été condamné, je suis désolé de vous le dire. Votre parti, le Rassemblement National, a été Vous condamné. ne pouvez pas dire ça, c'est trop facile de dire ça. Vous ne me laissez pas la possibilité d'expliquer aux gens. Vous dites vous avez été condamné. Oui, alors nous avons été condamnés parce que la Commission nationale des comptes de campagne a une vision différente de celle du tribunal. Voyez-vous, sur les taux d'intérêt qu'on peut utiliser ou appliquer dans une campagne présidentielle. Ah, c'est sûr que c'est moins sexy quand je vous le dis comme ça, hein, bien sûr, mais c'est la réalité de la condamnation qui a été prononcée par le tribunal. Donc nous ferons appel, nous avons fait appel, mais il s'agit là, si vous voulez, d'un sujet qui n'a rien à voir ni de près ni de loin avec un intérêt personnel, avec un bénéfice qui aurait pu être tiré par tel ou tel de cette divergence d'analyse entre le juge de l'élection et le juge pénal. Bon, mais Marine Le Pen, pardon. n'essayez pas, s'il vous plaît, Non, pour le coup, soit vous faites une séance intégralement et on parle sérieusement de ces sujets, mais vous pouvez pas dire, vous avez été condamné. Non, moi d'ailleurs, je n'ai pas été condamné. Votre parti a été condamné. Un certain nombre de vos proches ont été condamnés. Frédéric Chatillon, un de vos amis prestataires du FN à l'époque, 2 ans et demi de prison, dont 10 mois ferme pour une série d'escroqueries. Oui, avec une condamnation, je cite la condamnation en première instance, oui, Marine Le Pen. Jean-François Jacques, aujourd'hui député européen, 2 ans et demi de prison, dont 6 fermes. C'est pas simplement pour une histoire de taux d'intérêt, Marine Le Pen. 6 fermes oui. Non, il n'a pas été condamné à 2 ans, dont 6 fermes. Vous racontez absolument n'importe quoi, mais c'est pas très grave. Mais quand même, faites attention parce que je ne suis pas sûr qu'il soit très content que vous évoquiez des choses qui sont fausses. 6 mois ferme, peut-être, pas 6 ans. Non, j'ai dit 6, 2 ans et demi de prison, dont 6 mois ferme. C'est bien ce que non, c'est pas ce que vous avez dit. Pardon, alors je corrige, 6 mois ferme. 6 mois ferme. Vous verrez que ça n'est pas rien. Ça n'est pas qu'une question d'intérêt en banque. Oui, mais bon, là, quand une condamnation n'est pas définitive, elle n'est pas définitive. Ça veut dire que quand on fait appel, il n'y a plus de condamnation. Comprenez ça? Moi, je cite la condamnation pour l'instant qui existe toujours. Est-ce que vous... Non. Si. Quand vous faites appel, il n'y a plus de condamnation. Là, il y a un nouveau procès qui va se dérouler devant la cour d'appel. Ça s'appelle le double degré de juridiction. C'est un des fondements de l'état de droit. Et il y a un autre fondement, monsieur, qui s'appelle la présomption d'innocence. Mais bien sûr. Donc, voilà. Donc j'aimerais encore une fois qu'on en revienne aux principes qui fondent notre démocratie et qu'on l'applique à tout le monde. Car moi, je m'efforce de l'appliquer à tout le monde. Je l'applique à Nicolas Sarkozy quand il est condamné. Je l'applique aux uns et aux autres quand ils sont mis en examen. À M. Mélenchon, à M. Bayrou, aux uns et aux autres. Et c'est normal. Ce que je trouve anormal, c'est qu'il y ait une juridiction d'exception qui s'appelle le parquet national financier, qui est en fait le parquet chargé d'engager les procédures contre l'opposition. Ça, je viens vous dire, ça n'est pas sain. C'est suspect. C'est inquiétant. Car il n'y a aucune raison pour que l'opposition politique dans notre pays soit, qu'un parquet spécifique soit chargé des responsables de l'opposition. Pardon. L'objet du parquet national financier, ça n'est pas d'instruire uniquement à charge contre l'opposition et uniquement contre l'opposition. Ça n'est pas ça l'objet du parquet national financier. Je suis bien d'accord avec vous, c'est bien la raison pour laquelle je vous dis qu'il existe une... C'est bien pour ça que je vous dis qu'il existe une dérive du parquet national financier, dont l'objet, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'était pas du tout celui-là au départ. Dont l'objet était les affaires financières.
c'est malsain, c'est inquiétant, c'est, je crois, antidémocratique, et c'est de nature à jeter la suspicion sur l'impartialité de la justice, et parce que son indépendance est une chose, mais il n'y a pas d'indépendance sans impartialité. Alors évidemment, c'est sûr que quand en plus le ministre de la Justice est M. Dupond-Moretti, il est sûr que la suspicion sur l'impartialité de la justice est encore plus lourde, car le rôle, encore une fois, d'un ministre de la Justice, ça n'est pas de procéder à des attaques extrêmement irrespectueuses et violentes et inutiles, parce qu'on peut très bien être en désaccord et débattre politiquement sans être outrancier et insultant et injurieux. Mais on a encore moins le droit de le faire, je crois, quand on est ministre de la Justice. Moi, en tout cas, je vous l'ai dit au début de cette émission, mon ministre de la Justice ne se comportera pas ainsi. Mais il continuera à avoir un lien de hiérarchie avec les parquets. Vous voulez oui. Maintenir ce lien entre politique et parquet. Et oui, pour une raison très simple. Et c'est ce que je reproche à M. Dupond-Moretti, c'est que le politique est là pour donner des instructions au parquet. Moi, demain, je dirai au parquet, je souhaite que vous réclamiez systématiquement une interdiction du territoire pour les étrangers qui ont commis un délit grave ou un crime, évidemment, dans notre pays. Donc, les parquets doivent recevoir. La politique pénale, elle est déterminée par le politique. Et le politique doit reprendre, quelque part, en même temps son pouvoir et sa responsabilité. Car moi, je ne supporte pas l'irresponsabilité des politiques. Donc la politique avec un grand P doit reprendre ses droits et les parquets doivent recevoir des instructions pour mettre en œuvre une politique pénale dans notre pays. Marine Le Pen, une bonne fois pour toutes, si je puis dire. Si BFM TV ce soir à 22h11 vous propose un débat face à face avec Éric Dupond-Moretti, il n'est pas en coulisses, hein, on organisera ça un peu plus tard. Est-ce que vous seriez d'accord pour débattre avec lui? Vous ne croyez pas que la cohérence voudrait, M. Dupond-Moretti n'étant pas candidat à l'élection présidentielle, que ce soit plutôt Jean-Paul Garot, le futur ministre. Gérald Darmanin n'était pas candidat à la présidentielle quand vous avez débattu avec lui. Si les Français me font la confiance d'être élu, je vous ai dit que je nommerai Jean-Paul Garot comme ministre de la Justice. Par conséquent, eh bien, je pense que vous devriez organiser un débat entre M. Dupond-Moretti et Jean-Paul Garot. Ce sera fort intéressant. Vous avez débattu face à Gérald Darmanin sur France 2, quelle était la différence? Oui, j'ai débattu contre... il n'est pas candidat, à ce que je sache. Non, mais il portait une loi qui m'apparaissait être une loi qui ratait totalement sa cible. Or, le sujet de l'idéologie islamiste et de l'imprégnation de l'idéologie islamiste en France aujourd'hui, des conséquences de la puissance de cette idéologie dans notre pays sont telles sur la sécurité du peuple français qu'il m'apparaissait utile que les Français sachent ce que nous proposions et les défaillances qui m'apparaissaient être celles de M. Darmanin dans ce domaine. Et il est utile que les Français sachent, et on va y revenir tout à l'heure, que vous êtes abstenu lors du vote sur cette loi sur l'islamisme. On va y revenir dans un instant, parce que d'abord, je vous le disais tout à l'heure, il peut surgir à n'importe quel moment, et c'est le moment. Julien Mielcarrec, n'ayez pas peur, c'est lui qui regarde depuis tout à l'heure les réseaux sociaux et qui essaie de voir un peu ce qui fait débat ce soir dans vos propos et ce qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Julien. Bonsoir à tous, bonsoir Marine Le Pen. Il y a beaucoup de réactions sur l'émission ce soir, c'est un des sujets les plus commentés, notamment sur Twitter. Je vais revenir sur une phrase qui monopolise les réactions et je vais vous dire qui a choqué les internautes. On vous interrogeait tout à l'heure sur les accusations de xénophobie. On va voir le parallèle que vous avez fait avec ce tweet, notamment d'un téléspectateur. Regardez, je ne suis pas xénophobe. La preuve, j'ai eu beaucoup de votes en Outre-mer. Question très directe. Marine Le Pen, donc les gens d'Outre-mer sont des étrangers? Mais absolument pas. Enfin, écoutez, c'est eux qui, en l'occurrence, ont voté pour moi parce qu'ils sont contre l'immigration et qu'ils ne supportent pas l'idée. On nous a accusés en permanence de racisme, de xénophobie en permanence. Racisme et xénophobie. Or, si vous voulez, nos compatriotes d'outre-mer, qui sont de couleur et qui votent pour moi, eux ne supportent pas l'immigration qu'ils subissent et de la part d'étrangers, ils ne sont pas xénophobes, ils ne sont pas racistes. Bon, donc toutes ces accusations-là, je crois, tombent du fait de la confiance qu'ils me font et je vais vous dire qu'ils m'honorent comme vous ne pouvez imaginer. Je suis beaucoup allé en Outre-mer. Non, mais les gens n'ont strictement rien compris à ce que je souhaitais dire. Mais c'est pas grave, c'est moi qui me suis... Justement, voilà, Mais vous répondez. imaginez
me suis battue plusieurs fois, qui ai fait différentes campagnes, qui suis allée dans tous les outre-mer, quasiment sauf, je ne suis pas allée à Wallis et Futuna, qui m'honore en permanence de la confiance de nos compatriotes d'outre-mer, qui plaident pour qu'on fasse attention à eux, parce qu'en fait, on ne parle jamais de leur situation, qui, 1000 fois, a parlé de la situation de Mayotte, de l'insécurité que vivent les Mahorais, de l'immigration clandestine massive qu'ils subissent, avec les conséquences sur cette île de Mayotte. Vous imaginez bien que ceux qui ont cru comprendre ça n'ont strictement rien compris à mon propos. Mais encore une fois, je me suis sûrement mal exprimé. Voilà, il y a aussi des réactions de politiques qui avaient réagi à cette phrase. J'avais choisi ce tweet, regardez, de Nathalie Loiseau, qui parlait de grosse fatigue en vous entendant parler de tout ça tout à l'heure. Mais Nathalie Loiseau, si vous voulez, elle ne sait que tweeter. Ancienne ministre des Affaires européennes et qui est aujourd'hui au Parlement européen. Elle essaie d'exister avec ses tweets. Ça tombe en général à plat. C'est pas grave. Mais je vous souhaite, je vous salue, Nathalie. En tout cas, vous qui nous regardez, continuez. Remise de son élection européenne. Continuez de tweeter, vous qui nous regardez, de réagir sur les réseaux sociaux. Je reviendrai tout à l'heure pour faire les mises au point nécessaires, Marine Le Pen, si besoin. C'est tout, il n'y a pas d'autres questions? Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas, surtout que Benjamin Duhamel arrive pour vous poser quelques questions. Justement, plus précisément, en vue de la présidentielle de 2022. Benjamin, c'est à vous. Bonsoir, Madame Le Pen. Bonsoir. En 2017, après le débat d'entre-deux tours, beaucoup disaient Marine Le Pen, c'est terminé. Et 3 ans et demi plus tard, les derniers sondages de deuxième tour montrent un écart plus serré que jamais. 5 pour le dernier, 53 pour Emmanuel Macron, 47 pour vous. Sondage pour BFM TV, 48% des Français, presque 1 sur 2, jugent votre élection probable. C'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qui vous manque maintenant? Parce que vous êtes encore à 47. Un an, ça tombe bien. Un an pour convaincre. Vous savez, j'aborde cette campagne avec beaucoup de modestie. J'ai vu dans un sondage que un certain nombre de personnes qui m'accordaient du courage, de la combativité, et j'ai vu qu'il y avait un item qui était l'arrogance. Je regrette le sentiment, de donner ce sentiment-là, parce que je suis tout sauf arrogant. Vous avez encore une image à corriger? Écoutez, Je me suis aperçue que j'ai créé un autre, modestement, je vous dis que un autre ça compte doit être corrigé, parce que je suis Instagram. tout sauf arrogante. Je fais preuve, je crois, de beaucoup de pugnacité, ça c'est vrai, mais j'aborde cette campagne avec en même temps modestie, mais c'est vrai, combativité. Je veux être élu. Je veux être élu parce que je pense que la France a véritablement besoin d'une politique qui soit radicalement différente de celle qui est mise en œuvre. Dans l'intégralité des domaines, que Emmanuel Macron a beaucoup déçu. Moi, je n'en attendais pas grand-chose, mais les Français, évidemment, étaient majoritaires à en attendre quelque chose. Juste, à quoi est-ce que vous attribuez ces sondages? Est-ce que ce n'est pas juste un rejet d'Emmanuel Macron, voire le fait que vous êtes la seule opposante qu'on réussit à identifier aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas encore un sondage plus contre Emmanuel Macron qu'en faveur de Marine Le Pen? D'abord, je ne le crois pas, parce que je pense que depuis longtemps déjà, le Rassemblement national, en réalité, bénéficie d'un vote d'adhésion. J'ai rappelé tout à l'heure tous les sujets qui sont aujourd'hui majoritaires et que nous avons longtemps portés seuls, donc je ne crois pas du tout que nous ne bénéficions que d'un vote de contestation, comme ça a été dit pendant longtemps, ou de colère, comme ça a été dit pendant longtemps. Maintenant, si vous voulez, au premier tour on choisit, au deuxième tour on écarte. C'est pas nouveau, ça n'est pas spécifique pour moi. Ça a été le cas aussi dans le second tour. Sur le rejet du chef de l'État. Ça a été aussi le cas dans d'autres élections, dans le cadre du second tour entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Je crois que beaucoup de Français ne souhaitaient plus de Nicolas Sarkozy parce que précisément, ils avaient vu qu'il n'avait pas respecté les engagements qu'il avait pris auprès de nos compatriotes. Donc, que Emmanuel Macron est déçu et que les gens ne souhaitent plus que sa politique perdure au-delà de 2022, je trouve que c'est assez naturel. Alors, Madame Le Pen, il y a ce sondage, ces sondages, et pourtant, il y a un problème qui perdure, c'est celui de votre crédibilité. Seulement, voilà, un tiers des Français pensent que vous avez les qualités nécessaires pour être présidente, et il se peut que ce soit à cause de ce genre d'erreur. Écoutez. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier, vous n'allez pas tenir longtemps, parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones, et l'autre, ça n'a rien à voir avec à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. Pourquoi continuez-vous à accorder, comme en 2019, je crois, 471 000
voudrais éviter de... On a coiffure qui pleuvait aujourd'hui. C'est le fait que les cheveux ont l'air... 270 000 en 2019 et les entrées sur le territoire. Je pose ma question après ces extraits qu'on a Je vus. voudrais éviter de, sur un même espace réseau social d'avoir plusieurs comptes la crédibilité. Est-ce que vous comprenez que les Français sur ce réseau social ces pourraient peut-être en conserver qu'un seul dit officiel. Bah, je pense que c'est ce que vous avez dit vous. Mais manifestement, les Français vous ont peu suivi puisque... 34%, seulement un tiers. Oui, mais qui fait mieux? Ah bah beaucoup en l'occurrence. C'est qui beaucoup? Sur le sujet de la compétence. C'est un item qui est propre au Rassemblement national. Qui fait plus? Quel est le candidat dont les gens disent qu'il a les qualités nécessaires pour être président de la République? Sur la compétence, en l'occurrence, par rapport à Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'avez pas... Non. Mais juste répondez à ma question par rapport à ce que vous avez vu. Je vais vous répondre. En réalité, j'avais raison. Bon, j'avais tort. Non, pas sur Alstom et SFR, non. Non, d'accord. Je m'étais trompé de dossier, vous avez raison, évidemment. Mais en l'occurrence, j'avais raison sur Alstom. J'avais raison sur Alstom, mais sur la responsabilité d'Emmanuel Macron, c'est pas ça le plus important. Oui, mais c'est... Parce que vous voyez, je vais vous dire une chose, monsieur. Que la langue d'un responsable politique fourche, je pense que les Français, ils s'en moquent. Donc c'est seulement des lapsus, il n'y a pas de sujet Oui, bien sûr, ce sont... crédibilité. Mais vous voyez bien que c'est quelque chose qui vous colle à la peau, ce sujet de la crédibilité. Oui, mais parce que vous me le collez à la peau en permanence. Donc c'est notre faute. Non, mais la vraie question, c'est est-ce que les Français vous suivent? Moi, ce que je vois, c'est